bienvenue dans ce deuxième coin lecture de février. J'espère que vous passez une délicieuse journée. Pour ma part, j'ai le malheur de vous informer que je ne vais pas éclairer votre vie de 1000 petites lumières aujourd'hui parce que j'ai des réserves, plus ou moins des réserves, sur chacun des livres dont on va parler aujourd'hui. Plus ou moins, vous allez voir. On va finir par mon préféré quand même, histoire de se laisser sur une note positive. Mais on va commencer par Histoire éternelle de Liz Braswell, traduit par Laurent Lager. C'est le troisième roman Twisted Tales que je lis, et je l'ai pas exactement lu, puisque vous le savez si vous ne découvrez pas l'émission. Mais si vous découvrez l'émission, je vous explique. Certains des livres qui passent dans cette émission donc, sont des livres que Camille, ma femme, nous lit à moi et à bébé pendant que je lui donne le biberon du soir. À bébé, pas à Camille. Et celui-ci, donc Histoire éternelle, porte très bien son nom, puisque il nous a occupé du 29 décembre jusqu'au 7 février. Mes livres durent jamais un mois, c'est très très rare. J'ai d'ailleurs failli devoir tourner la vidéo sans connaître la fin du livre, on l'a fini très récemment, mais franchement, ça l'aurait fait. Mon avis a été fait assez vite concernant ce roman de la collection Twisted Tales. Là encore, si vous n'êtes pas familier de l'émission, on a déjà parlé de Ce rêve bleu, de la même autrice, donc Liz Braswell, que j'avais bien aimé. C'est le tout premier Twisted Tale qui imagine ce qui serait arrivé si Abu n'avait jamais récupéré la lampe des mains de Jafar quand la caverne aux merveilles se referme, n'est-ce pas, sur Aladdin. Donc ouais, bien aimé, c'est pas un secret, je suis un très grand fan de Disney, ça aide, mais comme je l'ai déjà fait remarquer à l'époque, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit je vais être très fan, si je retrouve tout ce que j'aime dans le Disney original, soit ça va me gonfler qu'on soit à côté de ce que j'ai tant adoré dans ces films-là, finalement. Je vois par exemple, j'ai ensuite lu Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, pensant que c'était le même concept, parce que à Cultura, si vous voulez, ces cons-là, ils foutent à côté les Twisted Tales et les Wicked Sisters, je sais plus quoi, donc voilà, tu sais, tu fais pas gaffe, mais c'est pas évident, oh ta gueule. Et donc j'ai vraiment bien aimé Ce rêve bleu, j'ai vraiment pas aimé l'autre, que j'ai oublié le nom. Pour sa défense, après, c'est le tome 3 d'une saga à plus de 10 tomes, donc voilà, mais ça m'a confirmé ce que j'avais anticipé en lisant Ce rêve bleu. C'est pas parce que c'est une réécriture d'un dessin animé Disney que je vais automatiquement apprécier, ou que ce sera plus facile, si vous voulez. Et j'ai confirmé avec un deuxième Twisted Tale, là pour le coup, Un jour ma princesse viendra, de Jane Kalonita. Ah là là je l'ai pas beaucoup apprécié non plus. Mais qu'en est-il de ce troisième tome des Twisted Tales? Dans l'ordre chronologique de sortie, du coup, ils sont pas du tout chronologiques en termes de récit, si vous voulez, ils se suivent pas tous. Eh ben j'ai pas aimé, ça m'emmerde parce que c'était de retour à Liz Braswell, donc l'autrice de Ce rêve bleu, le seul roman que j'avais adapté d'un dessin animé Disney que j'avais bien aimé, et je pensais qu'on allait retrouver les éléments qui me plaisaient. Et en fait dans ce roman, elle a fait l'inverse. Elle a eu la main assez lourde sur ce qui m'avait pas plu dans Ce rêve bleu, mais aussi sur ce qui m'avait pas plu dans Un jour ma princesse viendra, qu'elle n'a pas écrit, mais le roman fait partie de la collection. Voilà. Ce que j'avais vraiment adoré dans Ce rêve bleu, et qui me semblait être le concept des Twisted Tales, c'est vraiment, tu prends le dessin animé que tu connais bien, quoi, étant un adulte qui a grandi avec les Disney, tu le racontes en y ajoutant des éléments de roman, quand même, des éléments de roman young adulte en général. Tu développes un peu les sentiments des personnages, tu vas développer leur vie, tu vas développer leurs souvenirs, tout ce qu'un roman peut contenir du fait d'être composé de 500 pages et pas un film de 90 minutes. Voilà. Et une fois que tu as bien établi tes points communs, et surtout tes différences avec le dessin animé, évidemment, tu modifies un élément du récit, un pivot, un levier, un truc. Genre, et si Alice n'avait jamais suivi le lapin dans le terrier, si le crocodile avait mangé Crochet tout entier plutôt que juste la main, si Cendrillon n'avait jamais perdu sa pantoufle de verre, si Mufasa était arrivé trop tard pour sauver Simba sous des hyènes ou des gnous, si à la place d'un astronaute, la mère d'Andy avait offert à son fils son premier téléphone portable, par exemple. Voilà, c'est méga stimulant ce genre d'idée. C'est stimulant pour l'imaginaire de faire cet exercice-là, et c'est déjà super fun comme ça à faire dans la vraie vie. Mais alors, concernant des histoires, des contes, des légendes, voilà, des dessins animés qu'on connaît toutes et tous par cœur, je parle à un certain public là évidemment, c'est l'occasion de raconter une nouvelle histoire. Là, l'accroche, c'est « Et si c'était la mère de Belle qui avait maudit la bête ?» Et j'ai envie de répondre, ça changerait rien, si.
Belle connaît pas sa mère, nous non plus, autant qu'on sache, c'est peut-être bien sa mère qui a maudit le prince, on sait pas. Voilà, c'est pas l'accroche la plus intéressante. Ensuite, le livre fait deux choses que je déteste vis-à-vis des dessins animés Disney. Il justifie des incohérences. Et je dis dessins animés Disney, mais vraiment ça concerne tous les films. C'est pour ça que je hais l'adaptation en prise de vue réelle de La Belle et la Bête, ou Rogue One d'ailleurs. Je ne hais pas Rogue One, mais j'ai un vrai problème avec Rogue One, le film Star Wars. Je m'explique parce que je n'ai pas envie de vous énerver non plus. On met un point d'honneur sur internet à chercher des petites incohérences dans les films qu'on adore. Et moi le premier, je jette pas la pierre. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est fun, parce que c'est drôle, ça retire absolument rien au film, et je vais pas m'étendre en détail là-dessus, parce qu'on aura l'occasion de s'étaler de tout notre long sur ce sujet la semaine prochaine. Mais les incohérences dans un film, dans un livre, dans un jeu, dans n'importe quel, c'est pas grave. Ça fait même partie du charme du truc un peu. Un de mes préférés par exemple dans Cendrillon, c'est la jeune femme s'enfuit du bal et perd sa pantoufle de verre dans sa course. Alors, le prince récupère la chaussure et se dit oh, elle est si petite et délicate, j'épouserai la femme qui... allez, tu le dis si je t'emmerde, hein, beaucoup, ok. J'épouserai donc la femme qui pourra la porter. Vous imaginez peut-être que je vais conclure en disant il y a peut-être plus d'une femme à qui cette chaussure va aller. Alors, oui, mais non, moi, le truc qui me fait rire, c'est la meuf, elle a perdu sa chaussure en courant. Donc s'il y a un truc que tu sais d'elle, c'est que sa chaussure lui va pas. Sa chaussure est trop grande pour elle. Est-ce que j'y pense à chaque fois que je regarde ou quand je lis Cendrillon? Bien sûr que non. C'est juste une blague. Et donc voilà, tous ces trucs, les habitants qui ont oublié qu'un prince existait, le prince il sera complètement maudit le jour de son 21e anniversaire, alors que ça fait des années qu'il est maudit, ça implique que c'était un enfant quand l'ensorceleuse le sort. Pour revenir à Star Wars, attends mais l'étoile noire elle a un gros point faible complètement accessible depuis l'extérieur du milieu de la base, et dans d'autres registres, Nala est forcément la sœur de Simba, puisqu'il y a un lion dominant machin truc, Aladdin se passe dans le futur, Boo est la sorcière dans Rebelle, c'est rigolo, mais on n'a pas besoin d'un film qui nous explique pourquoi... en fait, si, techniquement, c'est possible, parce que A, B, on s'en fout. C'est de la fiction, c'est magique, c'est incohérent, c'est pas grave, c'est normal. Mais là encore, je m'énerverai plus à ce sujet la semaine prochaine. Garde-en un peu pour la semaine prochaine, bijoux. Donc, ici, évidemment, donc l'enchanteresse maudit un garçon de 11 ans, mais ce qui change par rapport à l'histoire originale, c'est que Belle fait une connerie qui rend la prophétie impossible à accomplir. Elle pétouillot, finalement. Donc ça se termine à moitié bien seulement. L'autrice a pris le parti d'énormément politiser, rationaliser son histoire. Et alors, ça fonctionnait pas mal avec Aladdin, dans Ce rêve bleu, parce qu'il est question de sultan, de vizir, le héros vit dans la misère, et si on nommait le génie et la canne de Jafar, tout est réaliste dans cette histoire-là. Dans sa réécriture de La Belle et la Bête, Liz Braswell rend tout très concret, et malheureusement pour moi, ça retire beaucoup de magie à l'histoire. Et c'est un peu paradoxal parce qu'elle exclut pas la magie, au contraire, elle explique que les créatures magiques font partie, dont fait partie d'ailleurs l'enchanteresse, existent dans cet univers, qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils ont... voilà, mais là, ils subissent l'ostracisme, ils sont montrés du doigt, ces créatures magiques, elles sont du coup montrées du doigt. Autre exemple, on sait que Belle aime lire des livres, et les rares exemples donnés dans le livre, c'est que ses livres préférés parlent de princes, d'ogres, de combats à l'épée, elle aime les contes et les romans d'aventure, quoi, dans le dessin animé, j'entends. Dans celui-ci, elle se demande s'il y a des réponses philosophiques à Voltaire ou à Diderot. Et d'un coup, bah, ça fait moins rêver, hein, forcément. En fait, c'est vraiment tout ce que je reproche à ce livre. Il est pas spécialement mal écrit, pas vraiment, je pense en tout cas. Il est même pas inintéressant, vraiment, si c'est votre truc et vous avez envie d'aborder vos réécritures de Disney avec cette approche. Mais, personnellement, tout ce que l'autrice a ajouté, c'est en moins, pour moi. C'est au détriment du film, exactement comme le film en prise de vue réelle d'ailleurs, sauf que lui c'est pire. Pourtant ça commençait bien, on découvrait la jeunesse de Maurice, sa rencontre évidemment avec la mère de Belle, qui est donc une enchanteresse. Certains personnages sont un peu épaissis, je pense notamment à Monsieur Dark, le propriétaire de l'asile de fous, et on parle aussi pas mal du mari de Madame Samovar, qui est un personnage qui est totalement absent évidemment du film. Il y a de bonnes idées, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais conclure, mais j'ai vraiment pas été sensible à l'approche. À l'approche choisie pour raconter cette histoire. Je continuerai de donner une chance au Twisted Tales quand même, en grande partie parce que je suis un incorrigible fan de Disney, donc voilà. Et puis ce sont des lectures qui se font très facilement, ça se lit très bien. C'est probablement destiné à un public plus jeune que moi, mais... voilà. Et si ça vous tente évidemment, je vous invite à les découvrir.
Ok, il va falloir pas m'en vouloir. J'ai une façon de voir, moi, si vous aimez ce que je dis ou pas, sans lire les commentaires, parce que vous savez comment ça, il y a 2 commentaires négatifs, je vais retenir que cela. Mais il y a une métrique à laquelle moi j'ai toujours accès, vous non, c'est le ratio like-dislike. Qui veut d'autant plus dire quelque chose maintenant que ce ratio ne vous est plus accessible sans utiliser d'add-on, voilà. Il est plus disponible par défaut. Il veut d'autant plus donc dire quelque chose, disais-je, parce que là, les gens qui mettent un dislike, c'est pas pour le monde, et puis c'est pas pour ceux qui utilisent des add-ons pour, voilà, c'est pas pour dire aux potentiels futurs viewers ou futures viewers, regardez pas ça, c'est pas bien. C'est uniquement destiné à l'auteur ou autrice de la vidéo. Ou fait pour se défouler, mais là on est sur autre chose. Et moi j'ai un système. Au-dessus de 99,5% de likes, vous avez vraiment adoré la vidéo, ou vous êtes très peu nombreux à l'avoir regardé, c'est possible aussi. C'est le cas de mon retour sur After, la parole des coins-lectures, c'est le cas de mon retour sur After. La plupart des commentaires sur les émissions de Link the Sun aussi ont plus de 99,5. Voilà, vous avez grave kiffé. Entre 99 et 99,5 de ratio positif, c'est ce que je vise. Vous avez bien aimé. Voilà, vous êtes content, vous êtes contente, vous avez... C'est la moyenne des coins-lectures. On est bien. En dessous de 98, pardon, en dessous de 99, là ça va pas trop. Là ça vous a emmerdé là. Là, c'est mon retour sur l'Assassin Royal, sur le Sorcier de Terre-Mère, voilà, là c'est pas top, quoi. Et alors, en dessous de 98, là par contre, ah là c'est catastrophe. Là c'est mon pas de retour sur Berserk, c'est quand j'ai dit dans la même vidéo que j'avais bien aimé Harry Potter et l'Enfant Maudit, et pas aimé La Maison des Feuilles, là c'est ciao bambino, j'ai envie de dire, voilà, là c'est... vous prenez la parole pour me dire, t'aurais pu faire mieux. Voilà. Mais ça arrive très rarement. Donc, je vais tâcher de bien choisir mes mots pour que ça n'arrive pas dans cette vidéo, puisque nous allons parler de Scarlet et Novak d'Alain Damasio. Mon deuxième Damasio, après la Horde du Contrevent, bien sûr. Et je l'ai trouvé très mauvais. Ça, par exemple, c'est pas bien choisir ses mots, vous voyez. Mais prenons le temps d'analyser tout ça, voulez-vous. Alors, le lien avec un autre livre passé dans le coin-lecture, évidemment, puisque voilà, c'est le mois spécial livre ayant un rapport avec un livre déjà passé dans le coin-lecture. Voilà, le rapport avec un livre déjà passé dans le coin-lecture, c'est évidemment que j'ai déjà lu un autre livre de Damasio, bien sûr, et que je l'ai beaucoup aimé, vous le savez. La Horde du Contrevent, ça a été un énorme coup de cœur, ça fait plus de 3 ans, depuis plus de 3 ans, donc du coup maintenant que j'ai lu la Horde du Contrevent, j'ai envie de découvrir plus de Damasio. Sauf que les furtifs et la zone du dehors et aucun souvenir assez solide aussi sont dans ma PAL, ils me regardent depuis ma pile à lire, ils sont voilà, ils attendent patiemment leur tour, ils attendent depuis de longues années, voilà, et j'ai jamais trouvé le bon état d'esprit, si vous voulez, pour réattaquer un Damasio, parce que le style est génial, si vous voulez, mais il est particulier. Ça se lit pas comme du Stephen King, Damasio, on est bien d'accord. Ça demande de rentrer dedans et de se laisser embarquer en même temps. Si tu veux, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Si vous voulez, c'est une espèce de mentalité un peu bâtarde, moitié active, moitié passive. C'est genre implique-toi, mais laisse-toi porter. Enfin voilà. Et en plus, donc, ce sont de très gros bouquins en général. Donc voilà, tu vas pas la fleur au fusil dans les romans de Damasio. Mais il y a donc cette petite nouvelle très courte, destiné aux jeunes lecteurs, en plus m'a-t-on dit, et me précise la quatrième de couverture, donc sans doute plus simple que la Horde du Contrevent. Allons-y donc, pourquoi pas. Et donc je rentre dans ma lecture enfin vous savez comment, si vous savez pas je vous le dis, je rentre ma lecture sur différents sites de suivi de lecture sur lesquels je suis, il y a Babelio, The Storygraph, Goodreads et Livre Addict, Links TS, Link the Sun, Alexis Brot, vous me cherchez sur ces sites-là, et la surprise, les retours sont très mitigés. Non, pardon, je dis une connerie, non, ils sont pas mitigés, ils sont mauvais les retours, ils sont très mauvais. Et je suis scotché. C'est Alain Damasio. Alors, je lutte contre l'envie de lire les critiques, évidemment, pour pas me spoiler. J'ai juste vu les notes, si vous voulez. J'ai vu les notes et bon, fais-toi ton propre avis, écoute, voilà. Peut-être que tu comprendras en lisant, on sait pas. Il a compris. il a compris. Alors, dans un avenir dystopique, Novak utilise un Bright Phone avec une intelligence artificielle qui s'appelle Scarlet. La nouvelle commence avec Novak qui se fait poursuivre. Je vais tout vous résumer, hein, si vous voulez. Il fait 30 pages, il fait 60 pages. Alors, je vais tout vous résumer. Novak se fait donc poursuivre par des agresseurs. Pendant la poursuite, Scarlet lui donne des informations qu'elle estime pertinentes, mais qui ne le sont pas. Parce qu'elle interprète la fuite de Novak, elle interprète cette activité de Novak comme une course. Elle lui dit donc, tes concurrents te rattrapent, attention. Scarlet lui donne aussi des infos sur son taux de transpiration, sur son rythme cardiaque, enfin voilà, tout ça. Pendant que Novak, évidemment, lui demande de l'aide. Cette aide ne suffit pas, ses agresseurs le rattrapent. Est-ce qu'ils le violent? Peut-être. Là, je préfère prévenir. La question
question est en suspens. On y revient dans une petite minute. Je préfère quand même donner un trigger warning parce que c'est tout petit, mais voilà. Les agresseurs bidouillent son téléphone. Novak se réveille quelques heures après et veut aller à la police, mais d'abord il veut rentrer chez lui, mais sans son téléphone, il se rend compte qu'il ne sait pas où c'est, il ne retrouve pas son chemin. Il trouve quand même son chemin finalement et il en est très fier. Et à la police, on lui donne un bright phone de rechange, mais il décide de ne pas l'utiliser et de regarder les jolis nuages plutôt. Je grossis le trait, mais vous voyez l'idée. Fin. Alors, croyez-moi bien, je suis aussi surpris que vous de dire ça et de le penser, mais il n'y a rien qui va. Alors, le message, c'est évidemment de mettre en garde les jeunes sur la dépendance au téléphone, ça, idée que je soutiens pleinement, bien sûr. Le squelette de l'histoire, un jeune homme perd son téléphone et perd ses moyens. Voilà. Ça, pour moi, le squelette de l'histoire, un jeune homme perd son téléphone et donc perd ses moyens, pour moi, ça marche. Plusieurs fois, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je devrais apprendre certains numéros par cœur, parce que si j'ai un problème avec le répertoire de mon téléphone, il y a des gens que je ne pourrais pas joindre. Parce que je fais comme tout le monde, je compte sur la mémoire de mon téléphone pour retenir les numéros de téléphone. Donc je comprends. Je comprends comment c'est une idée qui marche. Mais dans l'exécution, c'est une catastrophe. D'une part, c'est destiné aux jeunes, et le fait de faire une minuscule nouvelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais en plus, il y a des illustrations, des interlignes de bâtards, enfin c'est voilà, et le fait de faire un truc aussi espacé, aussi petit, à la place des jeunes à qui c'est destiné, je le prendrais comme une insulte. Vraiment en mode, mais de toute façon, vous savez pas lire, vous savez pas vous concentrer sur un livre beaucoup plus longtemps que ça, si... Voilà. Ensuite, Novak considère Scarlett comme son ami, sauf qu'il est seul dans sa poursuite. J'ai envie de dire, s'il avait été avec une vraie personne de chair et de sang, ça aurait rien changé. Ça aurait pas changé grand chose. Ils auraient été deux à se faire défoncer, quoi. Deux à se faire agresser, c'est pas parce que t'es deux que tu te fais pas agresser, quoi. Pendant la fuite, le narrateur nous explique que le bright phone a des solutions en cas d'urgence. Il peut appeler la police, il peut leur donner ta localisation. Donc en fait, le bright phone aurait pu aider Novak. Le bright phone n'est pas le problème. La seule raison pour laquelle le bright phone l'a pas fait, c'est parce que Novak a merdé, il a paniqué, il a merdé. Lui, ce qu'il a demandé, c'est l'historique de navigation de ses assaillants. Et alors là, parce qu'apparemment c'est une donnée directement accessible comme ça, un peu par magie. Et là, l'historique de navigation étant des sites de running, des sites de hackers et des sites porno. Running, donc ils vont probablement te rattraper. Hacking, donc ils vont probablement hacker ton téléphone. Et porno, ils sont jeunes, les jeunes regardent du porno. Sauf que non! Ah non! Parce que là, Novak demande à Scarlett du porno hétéro ou du porno gay? Et Scarlett répond non, surtout du porno gay. Alors, je vois l'idée, je pense. Novak est paniqué. Il se demande s'il y a une chance que ses poursuivants aient des idées de viol, pour le dire très clairement, des idées de viol dans la tête. Mais j'ai vraiment un énorme problème avec ça. Là, Novak est vraiment en danger. Il est poursuivi par deux jeunes adultes qui regardent du porno gay, donc là, il est vraiment en danger. D'où cette nuance les rend plus dangereux. C'est pour ça que je disais, quand il l'attrape, est-ce qu'il le viole? Je sais pas. Je ne sais pas parce que je suis pas sûr du message, là. Il a un blackout, alors peut-être, je sais pas ce que la nouvelle veut me dire, et le sous-texte homophobe, je suis désolé, me dégoûte un peu. Voilà. Je préfère penser que c'est... Franchement, je pense que c'est une maladresse. Je préfère penser que c'est une maladresse. J'en suis même convaincu. Très sincèrement, j'en suis convaincu. Et j'insiste, c'est pas l'auteur qui est homophobe, mais l'idée dans cet échange, dans cette nouvelle. Là. Un point extrêmement précis. C'est une nuance qui est très importante, je trouve. Je ne parle pas d'un auteur, je ne parle pas d'un homme, je parle d'un texte, d'un passage dans un texte. Bien clair. Et en plus, là je suis désolé, on va parler de sujet délicat, mais pour moi un viol, c'est une agression, c'est un acte de violence extrême. Ça aurait été plus pertinent de faire demander à Novak si c'était du porno violent. Là tu vois, oui, Scarlett répond très violent, là boum, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça veut dire c'est la violence qui les excite. Voilà. Que les hommes les excitent, franchement, ça n'apporte rien. On va passer à autre chose parce que les problèmes avec le livre de toute façon ne s'arrêtent pas là. Évidemment, tout va trop vite, bien sûr, évidemment. Le gamin, il sort du commissariat et il pleure devant un tableau qu'il regarde en vrai pour la première fois. C'est bon, quoi. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est que c'est la pauvreté des images, quoi. C'est déstabilisant. Et même pire que ça, ça me fait me demander... J'ai pas tout compris, moi, à l'ordre du Contrevent. Parce que j'ai été aspiré, si vous voulez, par une ambiance, par un style, par des métaphores très profondes. Je me suis laissé guider, si vous voulez, par quelqu'un de manifestement beaucoup plus lettré, de beaucoup plus imaginatif que moi. Et lire cette nouvelle a ajouté un nuage très menaçant sur mes zones d'ombre dans la zone du Contrevent, si vous voulez. Parce que là, tout m'est accessible. Et c'est très pauvre. Le personnage du jeune est réduit à son cliché le plus méprisant, quoi, vraiment. Quand il se reconnecte à la réalité, il regarde le ciel, il y a un nuage, il regarde un tableau et il pleure, et là je dois conclure donc sur mon retour là, et l'impression qui reste, c'est que je suis
déçu, parce que la Horde date de 2004, celui-ci date de 2021. Alors non, Damasio, j'ai pas toujours tout compris, et maintenant j'ai un peu peur de ce que j'ai pas compris, quoi. Est-ce que j'ai envie d'en découvrir plus? Est-ce que j'ai envie de lire Les Furtifs, La Zone du Dehors, maintenant que j'ai lu Scarlet et Novak? Honnêtement, plus trop. Très honnêtement, plus trop. Je vais le faire un jour, je pense que je vais le faire un jour, parce que je pense que ça vous intéresse. Mais très franchement, il y a plein de livres à lire. Je dis franchement, mais c'est parce que je suis là pour être franc, si vous voulez. S'il n'y avait pas cette émission, ce serait peut-être mon dernier Damasio. Parce qu'il y a plein de livres à lire et que j'ai pas... Voilà. Là encore, n'y voyez pas une attaque, n'y voyez pas une critique. J'ai pas le bagage pour m'en prendre à Damasio, et je le sais bien. J'ai jamais lu Deleuze, j'ai jamais lu Foucault, enfin voilà, je suis pas dans cette sphère-là. Moi, je suis totalement désillusionné de la politique en plus. Je dis ça parce qu'Alain Damasio est très instruit philosophiquement, très engagé politiquement. Donc voilà, je vous précise où j'en suis. Moi, je classe des Pokémon, je regarde du catch, et je lis des réécritures de dessins animés Disney. Voilà. C'est très délicat comme exercice, mais voilà. Je me dénigre pas non plus, je pense que je suis loin d'être con, voilà. Mais, intellectuellement, par rapport à Damasio, je suis un enfant, si vous voulez. Voilà, pour le dire très clairement. Et donc, comme un enfant, je vais simplement dire que je suis déçu. Déçu parce que là, j'ai compris, et j'ai trouvé ça méprisant, condescendant, c'est à peu près la même chose, j'ai trouvé ça homophobe, incohérent, et à côté de la plaque. Voilà, je vais avoir moins de 98% sur celle-là. Mais, on va pas se quitter là-dessus. Franck Tillier, ouais, Franck Tillier, ah, chouette, Franck Tillier. Et souvenez-vous, j'ai bien aimé La Faille, c'était chouette, on s'éclatait. Et ben là en plus, c'est le livre du club du coin lecture. Ah, le manuscrit inachevé, ouais, bravo, Franck Tillier. Oh, ils sont tous partis. Donc je disais, c'est le livre du Club du Coin Lecture. Petit rappel du concept, si vous me soutenez sur Patreon, et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Patreon à partir de 1€ par mois, vous avez accès à différentes contreparties. Et en l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est la contrepartie à 25€, le palier à 25€, la contrepartie de niveau 4, donc 25€ par mois, puisque ça vous donne l'opportunité de rejoindre le Club du Coin Lecture. 9 mois dans l'année, je dois lire un livre suggéré par le D-Club. Chaque membre propose un livre et je tire au sort la lecture du mois, et celles et ceux qui veulent dans le club peuvent le lire aussi, et on partage notre opinion sur le salon du Club du Coin Lecture sur mon Discord. Le lien est disponible évidemment dans la description du Discord et du Patreon. Alors je leur ai dit à toutes et à tous ce mois-ci, le thème c'est livres ayant un rapport avec un livre déjà passé dans le Coin Lecture. Voilà, j'ai eu plusieurs propositions évidemment. Souvent les propositions ça a été t'as déjà lu un livre de cet auteur ou cette autrice, alors pourquoi pas lire celui-ci? Voilà. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que Abigail, pour ne pas la citer, nous a suggéré à tous le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Et je vous suggère d'écouter mon retour en entier avant de sauter dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Je parle là à ceux qui ont lu la trilogie qui commence avec le manuscrit inachevé. Alors, le manuscrit inachevé, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est une mise en abîme. Le livre est préfacé par le fils du prétendu auteur du livre. Non, on va présenter ça clairement, parce que sinon ça va on va merder. Donc sinon, les gens vont pas suivre si tu dis n'importe quoi. Alors, Franck Tillier fait comme si le livre, le manuscrit inachevé, était écrit par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, c'est un auteur fictif qui s'appelle Caleb Traskman. Voilà. Et le livre est préfacé par le fils fictif également du coup, de Caleb Traskman, qui s'appelle Jean-Luc, je crois, Jean-Luc Traskman du coup. Et Caleb s'est suicidé sans finir le livre. Et donc, le fils, Jean-Luc, a lui-même écrit, nous dit-il dans cette préface, les dernières pages du thriller. Donc la résolution. Et ça, c'est méga important, et on va y revenir. On va y revenir en temps et en heure. Et du coup, ce livre, ça parle de quoi? Alors, le livre écrit par Caleb Traskman, donc c'est l'histoire d'un couple dont la fille a été enlevée il y a des années, et alors que le mari trouve une piste fraîche, il est assommé et perd la mémoire. Voilà. Parallèlement, on suit l'histoire de Vic Altran, un policier hypermnésique, c'est-à-dire qu'il n'oublie rien. Et Vic, lui, doit résoudre une enquête sur un cadavre impossible à identifier, retrouvé dans un coffre de voiture et qui semble lié à des meurtres en série qui ont eu lieu des années plus tôt. Et là où c'est très pratique, c'est que pratiquement tous les membres du club qui ont lu le livre ont eu la même opinion à ce sujet. En fait, c'est même assez drôle parce que on utilise des balises spoilers, si vous voulez, pour caviarder nos messages en fonction d'où on en est dans le roman. Forcément, on a une trentaine, dont 10 ou 15 qui lisent le livre, pardon. On peut pas tous et toutes se synchroniser, on ne lit pas tous au même rythme, on commence pas tous en même temps, voilà. Mais c'était assez rigolo, donc disais-je, parce que c'était assez rigolo de voir que sans dévoiler les spoilers, on avait toutes et tous à peu près la même opinion. Et en dévoilant les spoilers, on avait tous et toutes à peu près le même avis, mais pas le même avis.
Et voilà, bah ça c'était rigolo. C'était rigolo. Pour être plus clair, l'avis disponible pour tout le monde, c'était de l'avis général. Ah, ça se lit bien. Hein. Ah, ça se lit bien. Ah, c'est un vrai page turner. Tilly a un vrai gros talent pour accrocher son lectorat. Ça, c'est un truc. Une de ses astuces qu'il maîtrise à un point que je trouve dingue, c'est que presque tous ses chapitres se finissent sur un cliffhanger. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En fait, il a, si vous voulez, 3 fins de chapitre. La grosse révélation, genre fin du premier chapitre, il fit un bond en arrière lorsqu'il découvrit le cadavre d'une femme. On lui avait arraché le visage. Ah! Ok. Très bien. J'ai envie de lire le chapitre 2. Il y a la fin que j'appellerais la fin spoiler, et qui est diablement efficace. Stephen King, il fait ça beaucoup. C'est la fin du chapitre 1. Ils ne revirent jamais leur fille. Alors qu'on vient de passer 5 pages à parler de la fille en question. Et la fin de chapitre, dont là, je ne vais pas vous donner d'exemple, c'est les fins de chapitre... la suite au prochain numéro. Enfin, vous voyez, c'est les fins de chapitre Christophagus, finalement. Où le récit appelle logiquement une suite. Genre, ils ont trouvé une adresse. Bon, bah, on va y aller. Fin du chapitre. Voilà, ce genre de fin. Sauf que, comme on suit 2 groupes de personnages, bah, ça alterne. La mère de famille et autrice à succès, Léanne Morgan, et donc son mari amnésique, et sa fille disparue, ils ont les chapitres pairs, et Vic, le super flic hypermnésique, il a les chapitres impairs. Je grossis le trait, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et donc du coup, ton attention est toujours soigneusement attrapée. Genre, comme avec une roue dentée, si vous voulez, c'est... Alors, je vais pas penser à le préciser parce que ça me paraît évident, mais c'est pas... Tout le monde connaît pas Frank Killier, c'est pas évident pour tout le monde. Non, je vous le précise, c'est méga violent. C'est violent physiquement, c'est violent émotionnellement. Il y a tous les types de violence. C'est un buffet à volonté de la violence. Toutes les violences que vous pouvez imaginer, sans doute pire. Je vois, on a quelqu'un dans le club qui a commencé le livre parce que elle était à fond dedans. Elle trouvait le style vraiment très bon et qui a pas pu le finir parce que trop violent. Je juge absolument pas évidemment et je peux même pas donner trigger warning parce que ça spoilerait des éléments de l'intrigue. Si vous aimez pas quand c'est dégueulasse, voilà, passez votre chemin, on va dire ça comme ça. Si par contre, alors vous aimez quand ça gicle de partout, si vous aimez le gros suspense et l'horreur humaine, j'ai envie de dire, on est dedans, c'est nickel. Mais donc, est-ce que je vous le recommande sans condition? Un bon, gros, big, fat, non. Et la plupart du club avec moi, je vous le recommande, oui, sans condition, non. Pourquoi? À cause de la fin. Et bien sûr, absolument hors de question de spoiler. C'est un thriller, bien sûr, je vais pas vous spoiler la fin. Je spoilerai comme un sale, vous le savez, dans le live au coin du feu demain sur Twitch, sur ma chaîne Twitch LinksTS. Pensez à demander le replay si jamais ça vous intéresse dans les commentaires. Mais là, aujourd'hui, on ne spoil pas la fin. Non, monsieur. Mais je vais vous dire ça quand même, presque tout le club a été déçu par la révélation finale. Et tout le club a été déçu par la façon dont cette révélation a eu lieu. Petite nuance, j'ai enlevé un presque entre les deux phrases. La révélation elle-même, je peux pas nier si vous voulez que des éléments étaient là, et que la fin sort pas de nulle part. Je comprends que ça soit pas une déception pour tout le monde. On s'est fait manipuler, et donc, retournement de situation, ok. Je peux pas vous en dire plus, je suis désolé. Mais la façon dont ça a été fait, ouais là, non, absolument pas. Mais, et c'est là que je remercie les amateurs de Frank Killier d'avoir attendu la fin de la critique pour commenter. D'une part, la préface nous informe dès le départ que le livre est littéralement pas fini. Si on veut jouer sur les mots, le titre sur la couverture nous dit que le livre n'est pas fini, en un mot commençant que la fin est bâclée, c'est-à-dire je savais pas ce qu'il voulait faire mon papa, alors j'ai fait ça. Donc Frank Killier a ça en tête en écrivant son roman, c'est voulu, c'est de la manipulation d'auteur. Mais alors pourquoi manipuler son lectorat avec une fin bâclée exactement? Quel est l'avantage de l'idée, monsieur Tillier? Et bien parce que d'autre part, le manuscrit inachevé est le premier tome d'une trilogie. Là, on a la conclusion de l'histoire de Vic et de Léanne, mais on n'a fait qu'introduire l'histoire de Caleb Strassman et de son fils. Et Abigail, donc, qui nous a suggéré le livre en début de mois, a découvert la trilogie en commençant par le tome 2 sans savoir que c'était un tome 2. Il était 2 fois. Et au moins 2 membres du club du coin lecture, ont lu la suite et ont dit, honnêtement, lire le tome 2 change tout. Et j'avais pas le temps le mois dernier de lire la suite. Et ce mois-ci, enfin le mois auquel je suis en train de tourner, où vous regarderez d'ailleurs aussi la vidéo, là, ce mois-ci, c'est le mois spécial saga. Quand vous verrez cette vidéo, je serai probablement en train de lire le tome 4 du Sorceleur, en train de ronger mon frein, en attendant de pouvoir lire Il était 2 fois,
en mars, parce que je suis très intrigué. Je l'ai sur ma pile à lire. Il sera dans les collectures d'avril. C'est obligé, parce que je vois pas comment la suite peut sauver cette fin. Parce que des éléments donnés dans la préface indiquent que Jean-Luc Strassman n'a pas écrit la conclusion sortie de son fiac, quoi, si vous voulez. C'était la conclusion imaginée par son père, si on en croit la préface, si on en croit les éléments. En tout cas, voilà, des indices semblent pointer dans cette direction. Pointer très fort dans cette direction très près. Je suis frustré, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous aurez tous les détails de ce que je pense demain sur Twitch, mais globalement, ce que je pense, c'est que je peux pas encore vraiment vous donner mon avis. Il faut que je lise Il était deux fois avant de savoir, mais en fait, il faut que je lise Il était deux fois pour savoir non seulement ce que je pense du manuscrit inachevé, mais même seulement si je vous le recommande. Parce que du coup, l'histoire continue, je ne sais pas. Je sais pas. Après, si je me fie au retour du club du collecteur, il n'y a aucune raison de pacifier. Presque unanimement conquis par le style, et par le style, je vais surtout parler donc du découpage. 80 chapitres et tous invitent à lire la suite. J'ai pas suffisamment insisté sur. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Il y a une constance de grand malade à ce niveau-là. Unanimement conquis, donc disais-je, par le style. Presque unanimement déçus. Presque. Certains, la fin les a pas plus gênés que ça. Et pour celles et ceux qui ont lu la suite, unanimement reconquis. J'ai hâte d'y être. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir regardé ce deuxième coin lecture de février. Un remerciement particulier, vous savez comment ça fonctionne, à mes Plectrion de niveau 3 et plus. Mes lunettes sont un tout petit peu poussiéreuses, il faudra que je les époussette, notamment Guillemot, Lisa, Nimbus 3S, Araben, Chaminou 333, Tanguy, Eva VDM et Salomé. On se quitte sur la question de la semaine liée à Scarlett et Novak, mais aussi au manuscrit inachevé. Est-ce qu'il y a un livre, non, un peu plus large, est-ce qu'il y a une œuvre, voilà, livre, film, jeu, album, voilà, je sais pas, qui a changé votre opinion sur une autre œuvre? Alors vous allez me dire, techniquement, c'est le cas de toutes les œuvres qu'on croise dans notre vie. Tu vois un film, il aura un impact plus ou moins fort sur ton appréciation des autres films que tu as vus, des autres films que tu verras. Mais est-ce que, comme moi ça l'a fait pour La Horde du Contrevent, et comme Il était deux fois, pourra peut-être le faire pour le manuscrit inachevé, pour certains membres du club du collecteur, en tout cas ça a été le cas, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui a fait évoluer votre avis sur une autre œuvre? Moi, je me rappelle par exemple avoir vu Captain America Civil War, après avoir vu Batman v Superman, et ben je me suis rendu compte du point auquel Batman v Superman était naze. Par exemple, parce que Civil War réussissait là où Batman v Superman échouait à plusieurs niveaux, dont des niveaux dont j'avais pas conscience. Voilà, le rapport au père notamment, enfin le rapport aux parents, Martha, sauvez Martha, bref, vous savez de quoi je veux. Voilà, c'est un autre exemple. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si je vous retrouve pas demain sur Twitch, on se retrouve la semaine prochaine pour parler même heure, même chaîne, même heure probable. Si, ben oui, même heure, même jour en tout cas, même chaîne, pour parler de l'affaire Prothero d'Agatha Christie, pour parler de La vérité sur Ils étaient 10 de Pierre Bayard, et pour parler de Où vont les larmes quand elles sèchent, j'ai prêté mon livre, il n'est pas là, de Baptiste Beaulieu. Là-dessus, une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao.